Cette présentation est basée sur l'article An Overview of Electric Vehicle Concept and Power Management Strategies, ou en français, un aperçu du concept de véhicule électrique et des stratégies de gestion de l'énergie, coécrit par le Dr Chokri Maoud, le Dr Ayman Fla et le professeur Lassad Zbita. Tout d'abord, il y aura une rapide présentation des auteurs de l'article. Ensuite, nous aborderons les différents types de véhicules, les points positifs et négatifs des différents moteurs, la gestion du matériel au niveau de l'hardware et du software, une discussion sur la gestion de l'énergie, pour finir par une conclusion et les travaux futurs. Tout d'abord, nous avons le Dr Chokri Maoud, travaillant dans l'unité de recherche de l'université de Gabès, la National School of Engineering. Ensuite, nous avons le Dr Ayman Fla, travaillant lui aussi dans la section de recherche de l'université de Gabès. Et pour finir, le professeur Lassad Zbita, directeur de l'unité de recherche. Pour ce qui est des différents types de véhicules, tout d'abord, nous avons les BEV. Ce sont les véhicules électriques à batterie. Et les AEV, ils englobent tous les véhicules électriques. Ensuite, nous avons les HEV et PHEV. Les HEV, ce sont les véhicules électriques hybrides. Et les PHEV, les véhicules électriques hybrides rechargeables. Troisièmement, les REEV, les véhicules électriques à portée étendue. Quatrièmement, les FCEV, les véhicules électriques à pile à combustible, essentiellement l'hydrogène, et pour finir, les SEV, les véhicules électriques solaires. Pour ce qui est des points positifs et négatifs des différents moteurs, pour ce qui est des HEV, les points positifs sont une réduction de la consommation des carburants et des émissions. Mais aussi, ils sont capables de récupérer l'énergie lors du freinage grâce à un régénérateur. Les points négatifs, c'est une difficulté à trouver les composants qui engendre un coût élevé et une complexité de fabrication à cause des deux trains électriques permettant de récupérer l'énergie de freinage. Pour ce qui est des PHEV, leurs points positifs sont la capacité à se connecter au réseau, leur réduction de consommation de carburant et d'émissions, l'optimisation de leur performance, la récupération de l'énergie de freinage ainsi que 100% de zéro émission. Les points négatifs, ce sont des coûts initiaux élevés, une difficulté à trouver les composants, un prix de remplacement de batterie très élevé, une construction complexe due aux deux trains électriques, ainsi qu'un poids élevé. Pour ce qui est des BEV, les points positifs sont l'utilisation d'une énergie électrique plus propre, zéro émission, la capacité de recharger le véhicule depuis une borne, la récupération d'énergie de freinage, ainsi que la main-d'œuvre peu élevée. Les points négatifs sont essentiellement dus au fait que le véhicule ne peut effectuer que de courts trajets, impliquant une amélioration de la batterie, mais aussi le fait qu'il y a peu de bornes de rechargement disponibles. En ce qui concerne les FCEV, les points positifs sont zéro émission, une grande efficacité par rapport au moteur à combustion, la récupération de l'énergie de freinage, ainsi que zéro dépendance au pétrole. Les points négatifs quant à eux sont un coût initial élevé, des problèmes de production d'hydrogène et de stockage, peu de stations à hydrogène et donc un coût élevé, et pas assez évolué pour une production de masse. Enfin, pour ce qui est des SEV, les points positifs sont l'utilisation de leur pleine puissance, et ce, peu importe la vitesse. Ils ne sont pas dépendants des infrastructures extérieures, ils ont un coût d'entretien peu élevé, et ils n'ont aucune émission nocive. Les points négatifs, ils possèdent une puissance et une vitesse inférieures aux autres véhicules, ils ne fonctionnent qu'avec le soleil, et pour avoir un bon véhicule solaire, il faut dépenser beaucoup d'argent. Pour ce qui est de la gestion du matériel au niveau de l'hardware, l'objectif principal d'un véhicule électrique, c'est l'utilisation et la régénération optimale de l'énergie du véhicule, et ce, quel que soit le nombre de sources d'énergie. C'est pourquoi il existe différentes configurations du groupe moteur-propulseur. Pour les BEV, ils sont au nombre de 6. La première architecture, c'est la transmission conventionnelle avec embrayage. Les véhicules sont équipés d'un système de stockage d'énergie, un ESS, qui procure de l'énergie au moteur principal depuis un convertisseur. L'énergie mécanique arrive aux roues en passant par l'embrayage, la boîte de vitesse et le différentiel. Dans la seconde architecture, l'embrayage et la boîte de vitesse sont remplacés par une unité de transmission en engrenage fixe. Cette architecture simplifie la configuration de la transmission et réduit ainsi la taille et le poids de la transmission. Dans la troisième architecture, le moteur électrique, la boîte de vitesse ainsi que le différentiel sont tous regroupés au niveau des roues, ce qui rend le véhicule plus léger et avec une perte minimum de transmission mécanique. Ça améliore donc la performance du véhicule dans les virages, étant donné que chaque roue possède son propre engrenage fixe ainsi que son propre moteur. En ce qui concerne la quatrième et la cinquième configuration, les roues ont été équipées d'une boîte de vitesse fixe,
et sont entraînés directement par le moteur électrique, dans le but de réduire le poids et la complexité du véhicule. Ils fonctionnent donc sans l'intervention d'un arbre d'entraînement. Pour ce qui est de la dernière architecture, on a amélioré la répartition des applications dans les roues. Le moteur électrique est donc intégré à celle-ci et la transmission est réduite à 0. Tous ces éléments sont chacun alimentés par un convertisseur lui-même alimenté par la batterie. Pour ce qui est des véhicules électriques hybrides, il existe 4 architectures différentes. Pour ce qui est de la première, la transmission est parallèle. Elle permet donc au moteur à combustion interne et au moteur électrique d'accéder à la transmission en parallèle par des coupleurs qui procurent une propulsion séparée sur les deux lignes de transmission différentes. La deuxième est dite drivetrain ou train d'entraînement. Dans cette configuration, le moteur électrique accède à l'arbre de transmission pendant que le moteur à combustion produit de l'énergie électrique, mais pas dans le but de soutenir le moteur électrique. L'énergie produite par le moteur à combustion est dirigée vers un convertisseur de puissance, puis vers les batteries du moteur électrique. La troisième configuration est une combinaison des deux configurations précédentes. Le moteur à combustion permet de recharger le moteur électrique de manière similaire au mode parallèle, tout en continuant à fournir de l'énergie électrique depuis un générateur lié. Pour la dernière architecture, le générateur de la structure précédente est remplacé pour ajouter un second convertisseur de puissance, dans le but de stocker l'énergie produite par la voiture, rendant ainsi les batteries plus efficaces. Les architectures des HEV et BEV utilisent des convertisseurs de courant direct vers alternatif pour contrôler l'alimentation des moteurs électriques, mais aussi des convertisseurs de courant direct vers direct pour gérer le transfert d'énergie bidirectionnel. En ce qui concerne le software, il faut savoir que la gestion de l'énergie, elle passe par de nombreux algorithmes, qui sont eux-mêmes développés en fonction de l'architecture des véhicules qu'on a vus juste avant. Il existe 5 types d'algorithmes différents. Les algorithmes PMC hors ligne, PMC pour Power Management Control, les algorithmes PMC en ligne, les algorithmes PMC qui suivent des règles implantées, déjà prédéfinies, les algorithmes PMS d'apprentissage, PMS pour Smart Power Management, et les algorithmes PMC utilisant le GPS. Pour ce qui est des PMC hors ligne, l'algorithme analyse les problèmes et prend des décisions de manière séquentielle. Il résout notamment des problèmes d'optimisation et des problèmes statistiques. Malgré le fait que les problèmes soient variés, leur cause principale est similaire, et il présente deux caractéristiques. Un système dont l'état évolue en fonction de probabilité de transition de données dépend des décisions, mais aussi d'un coût additif dans le temps. Même si la programmation dynamique DP procure une solution globale et optimale pour de nombreux problèmes, la solution complète par DP est impossible. Pour ce qui est du PMC en ligne, l'algorithme se base sur des prises de décision afin de résoudre des problèmes d'optimisation en ligne. Il utilise le principe de Pontryagin et ECMS pour résoudre les problèmes d'optimisation en dérivant un ensemble de conditions dans le but de trouver la solution optimale à des problèmes difficiles. Pour ce qui est du PMC avec expérience préenregistrée, l'algorithme s'appuie sur des expériences de conduite préenregistrées afin d'appliquer un mode de conduite optimal, dans le but de répondre au mieux aux besoins du véhicule. Les PMS, eux, vont apprendre au fil du temps, permettant ainsi d'améliorer les performances. Il va enregistrer toutes les réactions du conducteur, son style de conduite, sa manière de freiner, même les distances parcourues. Toutes ces informations vont être collectées pour créer une base de données spécifique au conducteur, permettant ainsi d'économiser du carburant et améliorant les performances du système. Pour finir, les PMC qui utilisent le GPS vont se servir des données topographiques ainsi que du style de conduite préconfiguré afin de minimiser la consommation de carburant. Un deuxième algorithme va être utilisé, celui-ci va permettre de choisir le bon style de conduite parmi une banque de données de 6 modèles de conduite, en utilisant un réseau de neurones artificiels. Pour ce qui est de l'architecture multisource d'énergie, il faut savoir que la taille du véhicule, son utilisation, son environnement, ainsi que son style de conduite peut engendrer une décharge rapide de la batterie et donc l'endommager. Pour éviter ça, on utilise une combinaison de plusieurs sources d'énergie. Pour ce qui est des batteries, la majorité des véhicules utilisent des batteries lithium-ion. Elles sont plus respectueuses de l'environnement, ont des capacités plus élevées, une durée de vie plus longue et une puissance plus élevée comparée à d'autres types de batteries. Mais leur grand nombre pose donc des problèmes de sécurité, de durabilité, de dégradation thermique et de coût. Il existe d'autres types de batteries, comme les plombs acides, nickel-cadmium et lithium polymère.
et elles sont choisies en fonction de l'énergie nécessaire, le poids, la durée de vie, le prix, la tension, la taille et d'autres facteurs. Pour ce qui est des supercondensateurs, ils permettent d'augmenter la puissance et ont donc la capacité de libérer une charge importante d'énergie en peu de temps. Une batterie formée de supercondensateurs fournit une charge instantanée qui permet d'assister la batterie principale. Les panneaux solaires, eux, vont permettre de fournir de l'énergie afin de recharger un système auxiliaire qui sera utilisé ultérieurement pour recharger la batterie principale. Le vent, lui, recharge les batteries et les supercondensateurs des BEV et PHEV. Certains véhicules électriques peuvent économiser de l'énergie lors des arrêts et démarrages grâce aux freins régénératifs. Il permet de récupérer l'énergie cinétique perdue lorsque le véhicule est mis en arrêt. Dans cette technique, le moteur électrique est utilisé comme régénérateur, convertissant l'énergie cinétique du véhicule en énergie électrique, plutôt que de la disperser sous forme de chaleur. Il permet donc de récupérer entre 50 et 80% de l'énergie cinétique. Très utile pour les véhicules devant s'arrêter souvent, comme les taxis et les bus. Une autre méthode est l'utilisation d'un système multi-alimentation. Il permet une gestion de l'énergie basée sur des algorithmes qui vont effectuer des combinaisons entre les différentes batteries afin d'obtenir une réactivité optimale de la batterie. Concernant les techniques et normes de chargement, il existe différentes normes de sécurité à propos de l'alimentation des véhicules électriques. Ils se rechargent généralement depuis des prises de courant civiles ou des stations de charge. Il existe aujourd'hui 3 types de charges différentes. Tout d'abord, la charge conductive. C'est une connexion électrique directe depuis le courant de ville. Il existe 3 modes de charge. Le mode standard, le courant alternatif fournit une alimentation monophasée de 120 volts jusqu'à 12 ampères. Ensuite, le mode semi-rapide. Il fournit jusqu'à 3 phases de courant de 32 ampères. Ce mode de rechargement est plus rapide que le mode standard. Et pour finir, le mode rapide. Il utilise un chargeur rapide spécialisé. La puissance élevée réduit le temps de charge, mais il demande l'installation d'une borne relativement coûteuse. Ensuite, nous avons la charge inductive. Elle ne nécessite aucun câble, parce que l'énergie est transférée entre le chargeur et la palette via un champ magnétique généré par un courant alternatif très élevé. Mais elle est très coûteuse et difficile à configurer. Et pour finir, l'échange des batteries. Les batteries sont remplacées manuellement en quelques minutes depuis une station spécialisée. Le format de batterie est normalisé pour faciliter l'échange. Afin d'obtenir une gestion de l'énergie la plus basse possible, on va analyser plusieurs sujets tels que l'étude de la topographie, le style de conduite, la taille et le poids du véhicule. Et une fois que ces paramètres seront pris en compte, on va mettre en place un algorithme efficace qui assurera une consommation optimale de l'énergie. La gestion de l'énergie, elle va offrir une gamme variée d'architectures. Par exemple, les HEV sont plus adaptés pour les conduites citadines, car ils permettent de récupérer l'énergie grâce au freinage. Pour une conduite hors des villes, l'ICE et l'EM se complètent afin d'assurer une conduite fiable. L'efficacité de ce type d'architecture est due à sa batterie réduite et son petit moteur. Les PHEV, eux, ont une meilleure autonomie, car leur batterie se recharge quand on passe sur le moteur thermique. Les BEV, eux, sont appropriés pour les villes, grâce à ses roues motrices, son poids léger, la fréquence des arrêts qui permet de recharger les batteries. Ils possèdent une autonomie à courte distance, même s'ils ont une perte d'énergie minimale lors de la transmission. Les algorithmes, eux, permettent une économie d'énergie non négligeable, car ils prennent en compte tous les facteurs afin de répartir au mieux l'énergie. Plus les données qui seront fournies seront précises, plus l'économie d'énergie sera optimale. Pour ce qui est de la conclusion des auteurs, pour eux, la recherche de la voiture électrique optimale passera par le choix d'une architecture parfaite et l'utilisation d'un algorithme le plus précis possible. Pour le moment, les approches proposées possèdent tous leurs avantages et inconvénients. Pour eux, les travaux futurs porteront sur une gestion optimale de l'énergie en se basant sur les expériences déjà réalisées. Mais le but final, c'est surtout de développer un véhicule qui pourra apprendre et donc choisir par lui-même la meilleure approche à adopter. Pour ce qui est de mon appréciation personnelle, l'article est écrit dans un anglais relativement facile à comprendre. On voit que les auteurs maîtrisent leur sujet et travaillent dans ce domaine. Le seul point négatif, c'est que l'article est un peu vieux, mais il traite de sujets qui sont encore d'actualité.